Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous d'une des séquences télévisuelles politiques sans doute les plus courues de la jeune République de Côte d'Ivoire. C'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire, c'est un moment particulier, vous le savez, sur la télévision ivoirienne. D'un côté, vous avez des personnalités et non des moindres, et de l'autre, vous avez des Ivoiriens qui ont envie de savoir, qui ont envie de comprendre des choses. Et Live TV vous offre une fois par mois l'occasion de vous parler entre vous, face à face, dirais-je. Il a été présenté comme l'un des meilleurs de sa génération. C'est un ingénieur en télécom de haut vol. Il a participé à l'une des plus belles conquêtes de pouvoir dans notre pays. Il avait 47 ans. Il était à la primature de Côte d'Ivoire. Il a porté pendant 20 ans le parti, le Front populaire ivoirien. Il en était le président. Il l'est encore aujourd'hui, président de région, député de Côte d'Ivoire. C'est une personnalité qui a marqué évidemment la vie politique de notre pays ces 20 dernières années. Nous avons plaisir à recevoir pour ce numéro de Face à la Côte d'Ivoire le président Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cet honneur. Et pour vous recevoir, président Pascal Affi-N'Guessan, nous avons quelqu'un que vous connaissez dans une autre vie. Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Monsieur le Président, bienvenue. Bonsoir. Alors nous sommes évidemment dans un moment très important pour nous. Et pour structurer ce moment-là, nous avons choisi de vous faire parler de façon franche. Et pour cela, je vous annonce franc-parler, et c'est maintenant. Franc-parler avec le président Pascal Affi-N'Guessan, et c'est Toussaint Alain qui va vous permettre de le faire. Monsieur le Président Affi, un sujet d'actualité pour commencer ce rendez-vous politique sur Live TV. Hier, mercredi 24 novembre 2021, l'ancien Premier ministre et ancien président du Parlement, Guillaume Soro, a été convoqué par la justice française dans le cadre d'une affaire qui l'oppose à Michel Gbagbo. Vous avez été l'un de ses co-détenus à Bouna. Et Guillaume Soro, étant absent du territoire français, il n'a pas pu répondre à cette convocation. Que vous inspire ce nouveau développement de cette affaire? Merci de la question, mais avant d'aborder ce sujet, qui, au demeurant, peut être considéré comme une question judiciaire, qui relève donc de la compétence des tribunaux, qui oppose, c'est vrai, deux personnalités de Côte d'Ivoire sur des sujets très importants et même très graves. Mais je pense que je suis très mal placé pour me prononcer sur le sujet. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est la justice de dire si cette demande est recevable, si cette plainte est recevable, et quelle suite lui donner. Au niveau Mais politique. avant de m'engager plus loin, je voudrais vous remercier de l'invitation. Vous remercier parce que le concept de cette émission représente pour moi, et à ce moment précis de notre parcours, un moment important. Je crois que c'est la première fois que je parle aux Ivoiriens après les événements qui sont passés en octobre-novembre 2020. Et vous savez bien que j'ai pu bénéficier du soutien dans cette épreuve de la plupart de nos compatriotes. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour les saluer, pour leur dire infiniment merci du soutien qu'ils nous ont apporté. Et leur dire qu'aujourd'hui, je suis face à eux dans le cadre de cette émission. Mais mon ambition, c'est d'être demain avec eux, dans le cadre d'une nouvelle alliance, d'un partenariat pour la renaissance de notre pays. Parce que nous savons que les Ivoiriens continuent de nous faire confiance. Nous avons encore beaucoup à apporter à ce pays. Et donc, il faut qu'au-delà de cette émission, et avant même d'aller dans les villages, à leur rencontre, pour décliner notre vision pour l'avenir, les saluer et leur dire que nous sommes toujours dans l'action politique, que nous comptons sur eux et qu'ils peuvent compter sur nous. On approfondira le sujet tout à l'heure. Alors la question, justement, André, voulez-vous relancer? Surtout au volet politique. Nous sommes dans un contexte de réconciliation. Beaucoup d'hommes politiques qui étaient dans ce genre de situation ont été élargis. Est-ce que vous pensez que cette affaire est opportune? Politiquement, bien sûr. Je ne veux pas juger de l'opportunité. C'est une vieille affaire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et donc on ne peut pas juger de l'opportunité. Il appartiendra aux plaignants
le moment venu de savoir quelle suite il compte donner à cette affaire, étant donné le contexte de réconciliation dans lequel nous nous trouvons. Alors moi, je vais aller dans un contexte un peu plus large qui nous ramène à la justice internationale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une universalité du droit de punir, c'est-à-dire qui permet à des grandes puissances comme la France, la Belgique de se saisir d'affaires qui ont lieu très souvent en Afrique? Est-ce que vous ne pensez pas que cette universalité du droit de punir est un frein aussi à l'édification de vrais états de droit dans nos pays d'Afrique? Parce que finalement, nous sous-traitons nos affaires de justice auprès de justice étrangères. Non, mais la CPI ne s'inscrit pas dans une logique de sous-traitance. La CPI a été créée pour juger des affaires qui ne peuvent pas être conduites dans les pays avec efficience, efficacité, compte tenu des crises que ces pays rencontrent. Et dans tous les cas, c'est une justice de substitution. Voilà. Lorsque le pays est en mesure de connaître de toutes ces affaires, parce que son système judiciaire est en bon état, la CPI n'intervient pas. Donc c'est par défaut que la CPI s'immisce dans nos affaires. Et si le pays retrouve la plénitude de ses institutions, la CPI n'a plus à intervenir. Et donc, mais je voudrais dire que notre position en ce qui concerne la procédure judiciaire devant la CPI et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier a été toujours claire. Nous n'avons jamais souhaité que la crise ivoirienne se retrouve devant la CPI. Nous pensons que la crise était d'une telle ampleur que nous devrions trouver les solutions internes à travers un dialogue national, à travers un processus transitionnel pour mettre fin, pour trouver des solutions, pour faire la vérité sur ce qui s'est passé, accorder les réparations aux victimes, prendre les mesures de manière à ce que ces événements ne se reproduisent plus dans le cadre du dialogue. C'est pour cela que nous avons proposé les États généraux de la République depuis 2013. On en reparlera tout à l'heure. Donc nous n'avons jamais été partisans d'une procédure judiciaire internationale dans le cadre du règlement de la crise ivoirienne. D'accord. Sur cette affaire de la plainte de Michel Gbagbo, vous étiez son co-détenu à Bouna, vous n'avez jamais porté plainte pour les... Oui, bien évidemment. Puisque comme je vous le dis, mon choix n'a jamais été de traduire un Ivoirien devant une juridiction internationale. Mon choix a été toujours de trouver en Côte d'Ivoire les solutions aux problèmes des Ivoiriens. Très bien. Quelle que soit l'ampleur du problème, nous devons développer des capacités endogènes pour trouver des solutions. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs, que nous avons suffisamment d'institutions traditionnelles, modernes, capables d'affronter toutes les crises que le pays peut rencontrer dans son parcours. Très bien, Président Raffi. C'est pour cela que nous ne sommes pas favorables à la justice internationale. Un 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Et au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel a été le message au sortir de ce moment qui est quand même un moment très important pour le Front populaire ivoirien? Le premier message, c'était d'abord de démontrer que les militants du Front populaire ivoirien sont au Front populaire ivoirien, à travers la mobilisation. 15 000 participants, c'est largement au-dessus même de nos prévisions. Et donc nous avons fait la démonstration que le Front populaire ivoirien est toujours vivant, fort, mais aussi nous avons profité de ce congrès pour décliner notre identité, pour nous démarquer d'un certain nombre de comportements qu'on a pu noter autour du Front populaire ivoirien, et qui ont alimenté la crise au sein du Front populaire ivoirien, pour bien montrer que nous sommes un parti social-démocrate, nous sommes des humanistes, nous sommes des universalistes, et que nous avons comme projet politique l'homme, au centre de notre projet politique, l'homme, son bien-être, son épanouissement. Alors, revenons sur cet épisode de la mobilisation du 13 novembre dernier. Laurent Gbagbo, en claquant la porte de votre parti, avait parlé d'enveloppe vide. Et vous avez lancé un appel à la mobilisation qui est passé comme une lettre à la poste. Vous l'avez dit, 15 000 personnes. Quel avenir aujourd'hui envisagez-vous pour le FPI? Mais évidemment, l'avenir du FPI, c'est la reconquête du pouvoir. Nous n'avons pas terminé le travail de refondation du pays. Nous avons connu un accident de parcours. Il nous appartient de renouer le contact avec nos compatriotes, de leur démontrer que nous avons encore de grands projets pour eux, et que nous avons la capacité, l'expérience nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés à l'heure actuelle, que nous sommes un parti de paix, qu'avec nous,
nous tournerons la page de toutes les violences, de toutes les situations que nous avons connues dans le passé, qu'il y aura une ère de paix, une ère de refondation, de bonheur et de grandeur pour notre pays. Président Pascal Fengis, à vous entendre, tout ça, c'est bien. Je pense même que les Ivoiriens entendent ce que vous dites. Mais on se dit, mais ça aurait pu se faire avec le président Laurent Gbagbo, cette reconquête que vous évoquez. À quel point vous étiez en désaccord au point, moi je pense que le FPI c'était un bel outil, je parlais tout à l'heure d'une conquête quand même qu'on peut retenir dans notre histoire, une conquête de pouvoir. Comment en est-on arrivé là où ce qu'on peut appeler le fils a d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, tué le père? Est-ce qu'on peut interpréter les choses de cette façon? Je voudrais d'abord dire que le FPI reste un bel outil. Ouais. Il l'a démontré le 13 novembre dernier. Il reste un bel outil. Il montre qu'il va au-delà des hommes. Que cet outil-là va au-delà des hommes. Que les hommes passent, mais le Front populaire reste toujours fort parce qu'il incarne des valeurs fortes partagées par la grande majorité de nos compatriotes. Et ceci dit, je crois que la question que vous posez devrait être adressée plutôt à l'intéressé. Puisque nous sommes au Front populaire ivoirien. Je suis président de ce parti depuis 2001. Okay. Je continue la marche en avant. Il y a eu des moments de flottement après la crise, ce qui me paraît logique pour une organisation humaine. Quand il y a une crise comme celle de 2010-2011, il y a des répercussions, il y a des remises en cause, il y a des questionnements, il y a un inventaire à faire. Et je crois que c'est tout cela que nous avons fait jusqu'à présent. Il y a eu un dénouement, à savoir que le parti reste fort, que la grande majorité des militants adhèrent à la ligne et à la vision que nous avons toujours déclinée. Donc nous continuons notre chemin. Et vous avez parlé de soulagement, de libération. Oui. Après le départ de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un peu fort? Non, pas du tout. Lorsqu'on regarde le préjudice que ces divisions, tout ce que nous avons vécu a causé au parti, le fait qu'il y ait eu cette séparation me paraît être une clarification salutaire. Et c'est ce que nous avons dit. Vous savez, dans la vie d'une organisation, comme dans la vie de toute espèce, parfois c'est en perdant certaines branches qu'un arbre grandit. Je n'ai jamais vu un arbre qui soit devenu grand en gardant ses branches. Et une organisation aussi grandit, se renforce parfois en faisant des opérations d'assainissement interne. Non, mais permettez-moi de vous arrêter. Je pense que quand même, à travers cette image, le tronc aurait pu être Laurent Gbagbo. Et je pense sans doute qu'il était quand même le tronc de ce parti. Et si vous le coupez, est-ce que vous ne pensez pas véritablement... Poser la question aux militants, si c'est le tronc, on l'aurait vu le 13 novembre. De toute façon, aujourd'hui, les choses sont claires. Hein. On verra de quel côté se trouve le tronc. Mais pour le Front populaire ivoirien, et il n'y a qu'un seul Front populaire ivoirien, le tronc se trouve au Front populaire ivoirien. Et ceux qui n'ont pas voulu se rassembler autour de ce tronc se retrouvent ailleurs, et pas au Front populaire ivoirien. Donc les choses sont claires, je crois qu'il n'y a plus d'amalgame à faire. Nous avons cheminé ensemble pendant un certain nombre d'années. Le 9 août, il y a eu une séparation. Le 13 novembre, les militants ont réaffirmé leur engagement au Front populaire ivoirien. Nous continuons notre marche. Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation claire entre une certaine idéologie qui veut qu'il y ait une personnalité, à la limite même, pour rappeler un peu le père de la nation, autour de qui tout se fonde, et là vous parlez du Front populaire comme le tronc. Est-ce que c'est vraiment une ligne idéologique assez claire que pour vous, le culte de la personnalité, ce n'est pas le modèle qui peut faire grandir, on va dire, la politique ivoirienne? Mais le FPI ne s'est jamais inscrit dans le culte de la personnalité. Le FPI est un parti démocratique et je crois que c'est cette démonstration qui a été faite le 13 novembre. Ceux qui sont venus à ce congrès ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour le FPI. Parce qu'ils sont militants du FPI, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour le FPI, ils ont beaucoup souffert pour le FPI, ils ont vécu des moments de joie aussi au Front populaire ivoirien à travers les victoires que nous avons remportées. Ils entendent continuer la marche vers la reconquête du pouvoir. C'est pour cela qu'ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour le parti, ils étaient là pour les valeurs qu'incarne le parti et ils sont toujours engagés. Parce qu'un jour, le Front populaire ivoirien aura un autre président, ce ne sera pas forcément moi. Mais les militants resteront dans ce parti et poursuivront le combat pour la démocratie et pour la refondation du pays. Alors justement, vous parlez des valeurs, on a semblé lire entre les lignes que
ceux qui ont suivi l'ex-président Laurent Gbagbo étaient plutôt dans la ligne des xénophobes, des anti-étrangers, etc. et que ce ne sont plus les valeurs que peut porter votre parti, le FPI. Nous connaissons nos valeurs. Il appartient aux autres de décliner les leurs. Et je ne voudrais pas rentrer donc dans cette polémique parce que ce n'est pas cela qui est important pour les Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est ce que le Front populaire ivoirien peut leur apporter. Et je voudrais les rassurer pour dire que nous sommes dans la dynamique de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et en 2020, d'ailleurs, le thème de notre campagne, c'est la renaissance d'une nation pour la grandeur d'un peuple. Le peuple ivoirien a besoin de rayonner, a besoin d'être fier de son pays, a besoin de surmonter tous les problèmes auxquels il est confronté aujourd'hui, de construire son unité, de sa prospérité. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés et c'est autour de cette dynamique que se rassemblent les militants du Front populaire ivoirien. Président Afi, vous êtes en train de parler du peuple, tout ça, on l'entend, mais là, on vous a entendu dire qu'il est possible que vous vous alliez au RHDP. Finalement, vous ne faites plus les choses différemment. En fait, hier, on était alliés au RDR, après on s'est alliés au PDCI. Mais pourquoi vous reprenez, de mon point de vue, les mêmes schémas ? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre finalement les militants, enfin en tout cas les Ivoiriens de manière générale, qui ne comprennent plus grand-chose à ce qui se passe sur la scène politique? Peut-être que parce que vous expliquez mal, ou alors que vous travestissez la vérité, parce qu'il n'a jamais été question d'aller au RHDP. Est-ce que c'est une éventualité? Ce n'est même pas une éventualité. Très bien. Ce n'est même pas une éventualité. C'est plutôt en termes d'alliance, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Si vous parlez d'alliance, c'est autre chose. Or, une alliance, ce n'est pas un renoncement à ce qu'on est, voire même un reniement de sa personnalité, ou une capitulation devant une autre organisation politique. Mais une alliance, c'est la prise de conscience que si nous sommes ensemble, nous allons pouvoir aller plus loin. Et nous allons être plus forts. Voilà. Donc, c'est cette prise de conscience qui conditionne une alliance. Et je crois que toutes les alliances qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire obéissent à cette logique. Oui, mais dans le respect mutuel, dans la prise en compte de la spécificité de chaque parti. Mais on est ensemble, on peut aller plus loin. Et donc, il appartient aux deux partis, aux différents partis qui veulent s'allier, de voir qu'est-ce qu'ils gagnent en se mettant ensemble. Qu'est-ce que le pays gagne s'ils sont ensemble? Et s'ils observent qu'effectivement, il y a un intérêt à être ensemble, parce qu'ensemble, on peut être plus fort, on peut mieux servir la cause nationale, alors on se met dans une alliance. Et pour nous, le triptyque aujourd'hui, pour une alliance, c'est d'abord la question de la réconciliation nationale, la question de la consolidation de la cohésion sociale et de la démocratie. Autour de ce triptyque, nous sommes prêts à faire une alliance, parce que nous savons que c'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Très bien. Et ça, vous le feriez pour la Côte d'Ivoire et non pour des visées politiciennes qui consisteraient à obtenir des strapontins dans un gouvernement dit d'union nationale? À partir du moment où j'ai posé le triptyque, cela signifie que c'est autour de cela. Et si nous n'avons aucune perspective par rapport à cela, si nous n'avons aucune proposition par rapport à cela, il n'y a pas de raison d'aller à l'alliance. Juste d'un mot, André. Monsieur le Président Afi, c'est bien, nous observons quand même que depuis près d'une décennie, vous êtes positionné comme le rassembleur des Ivoiriens, à travers votre posture, même sorti de prison, vous avez tendu la main au gouvernement pour dialoguer. Mais il y a un épisode que nous n'avons pas beaucoup compris pour nous qui vous suivons en tant qu'observateurs de la vie politique ivoirienne, entre août 2020 et novembre 2020, l'épisode du CNT. Aviez-vous l'intention de renverser les institutions de la République? Vous avez bien dit que c'est un épisode, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le film. Voilà. Et bien joué. Et je voudrais réaffirmer, reprendre les propos que vous avez prononcés, à savoir que nous sommes le parti du rassemblement. Et les Ivoiriens l'ont vérifié à l'occasion de notre dernier congrès, du congrès du 13 novembre, que toute la classe politique ivoirienne était rassemblée au palais des sports de Treichville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien apparaît aux yeux de tous les Ivoiriens comme le parti du rassemblement. Et c'est pour cela qu'on peut revenir quand même au CNT. Mais je voudrais, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas fuir la question. Voilà. Voilà. Donc, nous travaillons pour le rassemblement des Ivoiriens. Mais évidemment, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi prêts
à prendre des positions claires et nettes lorsque l'intérêt de la Côte d'Ivoire est en jeu. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous pensez qu'à ce moment-là, la possibilité de renverser il n'était pas question, uniquement question de renverser. J'ai dit la possibilité parce que, imaginez, le CNT6 avait été porté par des militaires. Président Afi, vous êtes un personnage politique très important. Si ça avait été porté par des militaires, imaginez le scandale que ça aurait créé. Mais que des civils demandent qu'on renverse un pouvoir civil avec une autorité comme celle-là, on n'est pas loin du coup d'État. Non, mais vous dites en renverse, nous n'avons jamais prononcé ce mot dans notre déclaration. Nous avons appelé les forces vives de la nation à prendre acte de la situation qui prévalait et à trouver les solutions pour que nous puissions sortir de ce qui nous apparaissait comme une crise institutionnelle, une crise politique, étant donné que les élections ne sont pas passées conformément aux textes qui régissent les élections et que le président sortant était en fin de mandat. Et donc, c'était plus un appel à la négociation, à un dialogue national, le processus que nous avons engagé, plutôt qu'une tentative de sédition ou de coup d'État. Mais pour parler de sédition, un de vos alliés ou ex-alliés, Guillaume Soro, lui a carrément lancé un appel à l'armée à renverser les institutions. C'est un appel qui n'engage que lui. Et nous ne sommes pas partisans de cela. Nous sommes des démocrates, nous sommes un parti politique de paix et de dialogue. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au sorti de cette période de cet épisode, vous avez vu que nous nous sommes engagés dans un processus de consolidation de la paix sociale et nous avons tendu la main à la main qui nous a été tendue par le pouvoir parce que pour nous, il ne faut pas rester de façon permanente dans une crise politique. Il faut toujours, lorsque des désaccords surviennent entre les acteurs politiques, trouver les voies et moyens pour se mettre autour de la même table, pour s'entendre sur comment sortir de la crise et comment avancer. Comment avancer? Avançons donc. On a tourné cette page et nous sommes en train d'observer la gestion du pays. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, des crises au niveau donc de différentes administrations de l'État, avec des limogeages, etc., la question de la corruption, autant de sujets qui doivent parler au Front populaire ivoirien. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Est-ce que le gouvernement a aujourd'hui la bonne méthode? Je ne dirais pas, c'est une méthode insuffisante. De mon point de vue, le problème de la corruption ne peut pas être résolu par des opérations coup de poing. Or, c'est ce à quoi nous assistons. La lutte contre la corruption doit être systémique et systématique. Et elle doit d'abord s'inscrire dans une logique de changement des mentalités, de promotion d'une conscience du respect du bien public, d'une conscience de probité. Or, ce processus, on ne le voit pas. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation des Ivoiriens sur le fait qu'il faut respecter le bien public, qu'il faut gérer avec probité les ressources de l'État. Cela est... Ensuite, on observe que même les institutions qui sont mises en place ne fonctionnent pas. Il y a une pléthore d'institutions. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la direction des participations. Il y a même un ministère. Oui, même un ministère. Malgré cela, on observe ces graves dérapages, des milliards qui sortent frauduleusement des caisses de l'État. Cela signifie que ces institutions ne fonctionnent pas. Mais pourquoi elles ne fonctionnent pas? Elles ne fonctionnent pas parce que nous avons mis en place un système clanique qui fait la promotion du favoritisme politique, où les dirigeants sont nommés d'abord pour des raisons politiques et non pour leurs compétences. Mais ça, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Et qui utilisent leur position pour promouvoir le parti sur le terrain. Tout le monde est au courant. Tout ce qui s'est passé, les milliards qui sortaient, tout le monde les voyait sortir, puisque ces milliards servaient à organiser des manifestations en France, à financer des campagnes électorales, à financer des mouvements de soutien. Permettez qu'on vous arrête un instant. C'est vrai que vous dites tout le monde voyait, ben moi je ne voyais pas, parce que de toute façon, il y a les enquêtes qui vont nous le prouver, Président. Vous êtes un ancien Premier ministre, vous faites confiance aux institutions de la République jusqu'à la preuve contraire. Donc c'est les enquêtes, parce que ce ne serait pas quand même de notre fait de dire qu'on voit de l'argent circuler. Quand même. Et la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Vous n'avez pas confiance en la justice? Mais j'espère que la justice ira jusqu'au bout. Parce que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Ils n'attendent pas que ce soit une opération cosmétique, que ce soit une opération pour la poudre aux yeux, et que tout cela
pourront rendre compte devant la justice. Et qu'il y aura des suites, et qu'il y aura des poursuites. Parce que les faits sont là, les rapports d'audit sont là, et ils incriminent un certain nombre de dirigeants. On attend de voir quelle suite le gouvernement ou la justice va réserver à cela. Il ne faut pas que cela s'arrête à un seul dirigeant qui a été jeté en prison, alors que beaucoup d'autres, surtout ceux qui géraient le fonds d'entretien routier, où les rapports sont accablants, continuent de circuler comme si de rien n'était. Monsieur le Président Afi, je pense que tout cela n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, de telles pratiques de malgouvernance, de mauvaise gouvernance donc se déroulent dans ce pays. Vous-même, vous avez été Premier ministre sous Laurent Gbagbo et il y a eu 10 années de pouvoir du président Gbagbo. Est-ce que vous pensez que cette décennie de gouvernance a été d'une exemplarité incontestable? J'ai été Premier ministre pendant 22 mois et je peux vous dire que nous avons été d'une exemplarité incontestable pendant ces 22 mois. Nous avons fait le budget sécurisé, nous avons renoué avec la communauté financière internationale, nous avons institué le recrutement par appel à candidature avec des contrats d'objectifs et ça a été salué par tous nos compatriotes, y compris la communauté internationale. Et donc, pendant ce temps, notre gestion a été irréprochable. Mais évidemment, à partir de 2003, c'était un gouvernement de sortie de crise avec des mouvements rebelles, des partis politiques venus de tous les bords. Donc c'est la faute aux autres, quoi. On ne peut pas considérer cela comme relevant de la responsabilité du Front populaire ivoirien. Est-ce que c'est par rapport à tout ça que vous souhaitez aujourd'hui ces états généraux-là? Parlons-en. Il y a quoi dans ces états généraux? Est-ce qu'on parle de tout ça? Comment la citoyenneté permet justement de ne plus être des mauvais citoyens? Est-ce que c'est juste politique ou c'est l'ensemble de tous les secteurs de notre pays qui sont concernés par ces états généraux? Ce sont tous les secteurs de notre pays qui sont concernés. Et nous observons d'ailleurs qu'il y a à l'heure actuelle les états généraux de l'éducation nationale. Très bien. Voilà, qui indiquent qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de mettre tous les acteurs autour d'une table pour faire le diagnostic du système, pour identifier les solutions et les mettre en œuvre. Nous voulons que ce processus s'étende à l'ensemble des secteurs de la vie nationale, y compris le secteur institutionnel. C'est ça les états généraux de la République. Au lieu d'être uniquement pour la santé, l'éducation, il faut que cela englobe l'ensemble des domaines de l'État. Mais pourquoi? Parce que le pays vit une situation de crise profonde, où les Ivoiriens n'ont plus confiance les uns dans les autres, où l'allégeance républicaine fait défaut. Regardez que dernièrement, à l'occasion même du dernier match des éléphants, que les éléphants ont perdu. Oui. Il y a eu des Ivoiriens pour se réjouir de cette situation. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a engagé, il n'y a pas une solidarité nationale autour du pays. Pourquoi? Parce que certains, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont mécontents, parce qu'un pouvoir d'une certaine coloration à la tête de l'État refuse de soutenir la Côte d'Ivoire lorsqu'elle est engagée sur le plan international. Il faut sortir de cette logique de méfiance. 30 secondes. Et donc, les États généraux, c'est pour d'abord recréer la confiance entre les Ivoiriens. 30 secondes, Président Afi. Il se trouve quand même que vous êtes député. Vous êtes dans une institution quand même qui fonctionne dans un pays normal. Vous êtes président d'un conseil régional. Mais c'est autant d'espace de la République pour promouvoir l'ensemble des idées que vous voulez promouvoir. Pourquoi faut-il encore que nous fassions une grande réunion alors qu'on en a fait il y a quelques années? Parce qu'à l'Assemblée ne se trouvent pas tous les acteurs de la vie nationale. Mais vous êtes les représentants du peuple. Oui, nous sommes les représentants du peuple, mais nous ne pouvons pas prendre en otage la cause nationale. Surtout lorsque les questions sont fondamentales. Lorsqu'il y a eu des crimes à Duékoué, à Guitrozan, etc., il faut que ceux qui ont vécu ces crimes, les victimes, soient impliqués dans ce processus. Moi, je ne peux pas uniquement parler à leur nom. Il faut qu'on leur donne l'occasion d'exprimer leur douleur et qu'un processus de catharsis s'opère pour que ces personnes-là soient apaisées, leur cœur soit apaisé. C'est l'intérêt du dialogue national inclusif. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Live TV, vous le savez, face à la Côte d'Ivoire. Vous avez une des personnalités qui parle, qui s'exprime, qui vous fait savoir qu'elle a une trajectoire, et on l'a su sur ce plateau durant cette première partie de l'émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ne partez pas, restez avec nous. L'actualité politique de Côte d'Ivoire, c'est sur Live TV, juste dans un instant.